Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Sécurité. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Asphallon qui vient pour qu'on parle d'un vaisseau en particulier qui n'est autre que l'Aegis Eclipse. Donc, sorti un Aegis Eclipse. Asphallon envoie également le sien. Voilà, on sera à deux sur ce coup-là. On peut s'en servir en solo, bien sûr, mais il y a des petits avantages à se servir de cet engin à deux. Alors, bien sûr, on va commencer par le plus fastidieux dans l'histoire, toujours. On va commencer par la fiche technique. Donc, l'Aegis Eclipse, hein, c'est un bombardier torpilleur furtif, axé bon pour le combat, de taille 2, conçu pour un pilote, avec une résistance totale de coque de 12 564 HP. Les dimensions, on est sur du 24,5 et du 5 mètres de haut. La masse totale de l'engin est de 55 tonnes 920. La vitesse SCM pour l'instant est estimée à 146 mètres secondes et sa vitesse totale est de 981 mètres secondes. Au niveau manœuvrabilité, en pitch, on est sur du 37 degrés secondes. Sur les yachts, on est sur du 38 degrés secondes et pour les rolls, on est à 140 degrés secondes. Le réservoir d'hydrogène a une capacité de 90 000 litres et le réservoir de Quantum Fuel a une capacité de 1167 litres. On peut acheter ce petit bijou in-game. Pour ça, il faut aller sur Hearthstone, à Lorville, et au Spaceport, au magasin New Deal, vous trouverez l'Eclipse pour 3 490 000 AUEC. Alors, d'origine, ce vaisseau est équipé de deux Badger repeaters laser qui donnent un DPS de 443, donc 80 en alpha. Les torpilles dont il est équipé d'origine, donc les Argos, provoquent une estimation de dégâts estimée à 1 186 861 de dommages. Je vous laisse, je vous laisse juger des dégâts que ça peut faire. Alors, ce véhicule est équipé de 3 Argos 9, donc il est équipé de 3 torpilles taille 9, ni plus ni moins. Euh, avec une portée estimée pour les Argos de 30 km et se déplaçant à la vitesse de 250 mètres secondes. Ça a l'air rapide, mais vous verrez. Les shields, il en a deux, des Veil, qui sont de 1650 HP chacun. Donc un total de 3300, oui, 3300 HP et 303 HP de régène seconde. Le Power Plant, c'est un Delta Max qui donc fournit 1578 points de puissance par seconde. Euh, L'Eclipse ne consomme que 1189 points de puissance, donc il y a une petite marge, mais pas énorme, donc à se méfier à ce niveau-là. Les refroidisseurs, donc les couleurs, ce sont des vapeur blocs qui traitent chacun 154 chaleurs secondes. Et l'Eclipse en produit 54K. Donc on est très large au niveau de la gestion de la chaleur. Et le Quantum Drive, c'est un drift qui va à une vitesse de 171 318 km/s, qui vous permet de faire environ 70 millions de kilomètres. On va dire qu'on fait Crusader Hearthstone en 4 minutes 38, ce qui est assez correct, et qu'on fait Microtech Hardcorp en 7 minutes, un peu plus de 7 minutes, ce qui est très 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 correct. Donc 70 millions de kilomètres, à la limite, il n'y a peut-être pas utilité de changer le Quantum Drive. Voilà, et il est équipé de 12 thrusters de manœuvre au total, donc qui lui confèrent quand même une agilité intéressante, hein. Je me rappelle plus. Alors, donnez-moi quelques secondes. Je vais vous dire ça si je retrouve l'info.
Je dois l'avoir quelque part par là. Oui, je dois l'avoir par là. Hop, voilà, voilà. Estimation à l'heure actuelle du prix à l'achat de l'Eclipse, c'est 300 $, grosso modo. 300 $ si vous voulez l'acheter et il sera disponible que pendant les Invictus ou des événements bien précis. Invictus et IAE aussi certainement. Voilà. Mais il faut compter à environ 300 $ et tout en sachant que ça risque d'augmenter, donc comme tous les vaisseaux d'ailleurs. Donc il n'est pas impossible de le retrouver plus tard à 310, 320, c'est pas exclu. Voilà, c'était pour vous donner une idée du tarif de l'engin. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre? Je regarde, je vérifie. Alors, j'ai pas trouvé d'informations concernant son inventaire, donc apparemment ils l'ont pas encore affiché. Normalement, il devrait peut-être avoir un inventaire, mais c'est pas précisé. C'est pas précisé pour le moment. Voilà. Et on ne le trouve pas du tout en location. Il y a quelques skins, je crois. Je vérifie. Alors, il y en a un, deux, trois. Il y a trois skins. Il y a trois skins de disponibles. Un Best in Show en 1950. Donc voilà. Et il y a l'Eclipse Ambush Camo Livery et le Knockout Livery. Donc peut-être considérer 4 skins au total. 4 skins au total. Ah, alors, on va regarder un peu l'aspect de la bête, la vue de face. On voit qu'il est très profilé, hein. C'est des patins, les trains d'atterrissage, hein. C'est ni plus ni moins que des patins. Voilà, on se rapproche un peu. Voilà, on regarde sous le nez. La soute à bombe est sous le train avant. Voilà, c'est ce qui est derrière. Tout simplement. Donc on va regarder l'autre côté. Voilà. L'arrière. Alors je vais allumer les moteurs. Pas de bruit. Ah, il faut dire que le vent sur Clio coupe un peu le bruit, mais là bon, il fait vraiment pas de bruit. Je recoupe. Vue du dessus. Avec les ailes rétractées. Voilà ce que ça donne. Il a, bon bien sûr, il est furtif, hein, donc il a une ligne spécifique, hein. Il a vraiment une ligne spécifique. Alors, on va regarder la vue du cockpit. Et voilà donc le cockpit. Alors, comme on le voit, c'est plutôt resserré autour du pilote. La visibilité est loin d'être folle. On peut même dire qu'elle est plutôt mauvaise, hein. Un freelancer, on voit plus de choses dans un freelancer. Autrement, ben, l'intérieur, l'ambiance de l'intérieur, hein, c'est vraiment particulier. Affichage classique de ce qu'on retrouve dans un Aegis. C'est un style. 5 écrans. C'est plutôt pas mal. Tout est là. Vraiment axé pour le combat. Il est plutôt pas mal pour ça, hein. La grosse pub Aegis dynamique, voilà. Alors, ça c'est bon. Je vais en profiter pour faire une petite modification pour plus tard. Quoique non, c'est pas la peine, il va falloir que je le refasse. On le teste depuis pas si longtemps que ça. D'ailleurs, avec Asphalon, on a fait quelques passages pour tester un peu la bête.
On était un peu perplexe pour l'utiliser au début et on s'aperçoit qu'au final il a des avantages, il est assez pratique au final. Donc là on va commencer par faire les tests de vitesse pure et dure de l'engin et puis la manœuvrabilité dans les montagnes qui sont derrière nous. Donc moi je démarre le moteur, je prends un peu d'altitude et je vais en profiter. Je vais en profiter pour vous montrer ce qu'on appelle la rétractation. Donc je vais me mettre en, voilà, en vue comme ça. Donc là, vous voyez, il est en mode vol. Là, je sors les trains. Voilà comment ça se passe. Si je passe... J'essaie de me placer en dessous. Voilà. Si je passe en mode torpille, voilà ce que ça fait. Voilà. Et il en a 3 comme ça. Là, je désengage. Je range tout. Hop. Et je me remets en mode de vol. Et le voilà, en mode vol. C'est assez particulier comme engin, hein. C'est toute une cinématique. C'est simple, rapide, efficace. C'est plaisant, faut dire. Alors, je vais laisser aller Asphallon dans une direction de son choix. On va mettre les limiteurs de vitesse à fond. Et puis, on va tester à une certaine altitude la vitesse maximum de l'engin. Eh ben, je le suis. C'est parti. On est parti à fond les gamelles. Donc là, on est environ à 900. Ouais. Ah, il va peut-être monter un peu à 1000. Ouais. Il fonce bien. Il fonce plutôt bien. Je suis à 400. Je suis à 400. Alors dès qu'on manœuvre, on perd tout de suite en vitesse. 370. 391. 392. 393. 400. 407, 408, 409. Ah, il grimpe assez facilement. Hein. 413. Bon, il va monter à 420 assez facilement. À 422 stabilisé. Ouais, 421, 422. Je mets un coup de boost. 500. 600. 620. 631. Et il galope, hein. Eh ben, comme on est quasiment à pleine vitesse, je vais faire un virage à droite, tout en restant accéléré. 3, 2, 1, top. C'est parti, je reste accéléré, je bouge pas. Et il y va facilement. Il tourne très très facilement. Je refonce. Je laisse réaccélérer. Voilà. Et je vais faire un virage à gauche. Dès que je serai passé à plus de 400. Oh, il grimpe facilement. Hein. Voilà. Virage à gauche. 3, 2, 1. Hop, c'est parti. Oh, il tourne. Et je reste accéléré. Hein. Il tourne avec une aisance. C'est pour ça qu'il est redoutable en combat aérien. Parce qu'il manœuvre assez facilement. Il manœuvre très très facilement. Alors, j'avais repéré des petites montagnes par là, il me semble. C'est que c'était... Ah, ça doit être par là. Oui, voilà, elles sont par là. On va tester un peu sa manœuvrabilité dans les montagnes.
On vous a trouvé des belles montagnes aujourd'hui. On a eu un coup de chance, on a trouvé une petite presqu'île et il y a de jolies formations montagneuses. Donc là, on va se mettre sur une vitesse d'environ. Combien on est là? 342, c'est peut-être un peu beaucoup. On va se caler sur du 300. Voilà, 300 mètres secondes. Et on va voir un peu ce que ça donne. En passant entre les montagnes, on va voir un peu l'agilité de l'engin. Donc là, je reste moteur accéléré. Je cherche pas du tout à ralentir. Voilà. Bah, ma foi, hein. On voit que d'avoir des grandes ailes, ça aide. Il manœuvre plutôt bien. Il accélère bien aussi, hein. C'est un bombardier, mais il faut pas oublier qu'il a un gabarit quand même assez petit. Il est assez léger. Donc du coup, il manœuvre plutôt bien. Il peut se permettre des choses que nombre de vaisseaux de son gabarit auraient du mal à faire. Ouais, il se comporte vraiment bien. Par contre, faut être souple avec lui. Faut pas trop le malmener non plus. Ouais. Alors maintenant, je vais jouer un peu avec les moteurs, voir si on gagne un peu en agilité. Et oui, en effet, on gagne en agilité. Et les relances sont immédiates, pas besoin de jouer avec le boost pour rattraper l'engin. Ça relance tout de suite. Il est performant hein, à ce niveau-là. Hein. Il est vraiment très performant. C'est vraiment l'engin pour justement faire ce genre de vol, passer discrètement entre les montagnes, pas se faire remarquer par les radars. Alors, il faut faire attention quand même à son gabarit parce qu'il est petit, mais il est très large. Et donc, il faut s'approcher des montagnes, mais pas trop. Mais, ma foi, il est très agréable en vol. Hein. Il se faufile assez facilement. Il est redoutable hein, pour ça. Hein. Il est à se méfier. Hein. Il peut vous débouler dans une vallée à toute vitesse et vous voyez rien arriver. Hein. Ouais, il est rapide. Il est très rapide. En fait, on n'a quasiment pas besoin de jouer avec les moteurs. Hein. Ça se fait tout seul quasiment. Il est très souple. Hein. Il est très souple pour ça. Ah, on est gâté là. On a vraiment des belles montagnes ici là. Hein. Il va falloir s'en souvenir. Oui. Elles sont vraiment sympas les petites montagnes par ici là. Je pense que là, on a démontré que c'était un engin maniable. Qu'est-ce que t'en penses, Asfa? En atmosphère, il est incroyable. Ouais, Moi, personnellement, je le trouve incroyable. Alors, il a une grosse tendance à drifter, par contre. Faut le oui, savoir. C'est-à-dire que si vous prenez, il va avoir une tendance à tourner très facilement sur lui-même. Par contre, il va drifter énormément. C'est-à-dire que oui, vous allez perdre énormément de vitesse parce que il va tourner sur lui-même et après il fera comme une voile en fait. Hein. Il va littéralement se freiner si vous faites un virage brusque. Donc c'est vrai qu'il faut être en atmosphère, faut être très doux avec lui. Mais c'est vrai que c'est bien manié, en respectant les distances, c'est extrêmement dangereux. ah oui. Et si jamais Respectant les distances de radar, hein, je parle. si jamais vous sentez qu'il drift trop, un petit coup de boost et ça le remet tout de suite sur les rails. Hein. Le boost n'est pas hyper puissant, mais il permet de le rattraper assez facilement. C'est peut-être un des meilleurs engins que j'ai piloté sur Clio depuis bien longtemps. Hein. Mhm. Et il est agréable, c'est incroyable. Et avec le boost, mais vous le rattrapez avec une facilité, c'est déconcertant. Ah oui, il est incroyable pour ça. Aspa, je vais reprendre de l'altitude, je mets le limiteur à fond, je mets le régulateur de vitesse et je regarde à combien il va monter.
Donc là, je n'utilise pas le boost, hein. Je le laisse monter à son allure. Il accélère vite et on est sorti de l'atmosphère. Il est à 980. Il l'avait donné à 980 mètres secondes. Là, je sature à 980. Un petit coup de boost pour voir s'il chatouille le 81. Non, il n'a pas l'air de vouloir. Eh si, 981. Voilà, 981. Il vient chatouiller le 980. Donc les données constructeurs sont bien les bonnes. Voilà. 981, vous allez vous dire, c'est pas énorme pour un chasseur furtif. Euh, c'est- un chasseur furtif n'est pas forcément obligé d'être hyper rapide. Par contre, oui, dans certains cas, ça peut être un désavantage. Mais là, au niveau vitesse, ça fait parfaitement le café. On lui demandait pas plus. Je désengage le cruise control. Je commence à ralentir. Et donc, on va faire un petit trace-route en direction de Microtech. Où, bien sûr, la situation risque de pas tout à fait être la même. Toutes mes excuses. C'est dimanche matin. On a la gorge un peu prise. J'ai l'OM5 qui m'est proposé. C'est ça. Je suis en train de calibrer. Je vois Sphallon qui calibre également. Ça a l'air bon. Je lance. Ok. Microtech en vue. Ça a l'air bon. Je lance. Voyons voir ce que ça donne. Sortie de Quantum. Bon, bah écoutez. Il nous fait un joli petit panache de particules en sortant du Quantum. C'est mignon tout plein. Parfait, parfait. Alors, on va regarder ce qu'on a. Ah, je crois que j'ai trouvé peut-être notre bonheur. Ah, non, j'ai parlé trop vite. Ah, peut-être là. Oui. Le Data Center KH3 AAE. Data Center, c'est au cap 139, élévation à 6. AE-L, Oui, 930 km. oui. C'est bon pour toi? Bon pour moi. Je lance. Ah, il y a un petit souci technique. Attends, je recalibre. Ça sera, je pense, à toi de me faire sauter. C'est bon, j'ai calibré, tu peux envoyer. C'est bon, je suis. J'ai eu la mauvaise idée de bouger. Je vois des quantum en groupe. Ah oui. Encore aujourd'hui, ça va, ça se passe pas trop mal. Ah oui, actuellement en 3,19 points, et quantum en groupe, c'est un peu particulier. On sait jamais trop sur quoi on va tomber. Alors, on arrive sur ce petit data center. On va éviter d'aller embêter les forces de sécurité de Microtech. Euh, bah, je crois que juste en dessous de nous, il y a... Ah oui, ça a l'air sympa par là. J'ai pris cap nord-ouest avec à moins 35. Ouais, cap nord-ouest, moins 35. Je sais pas si tu le vois. Ça a l'air plutôt sympa là. C'est juste en dessous de nous, quasiment.
Alors en vitesse, on est à 11 000 mètres. Je vais taper à 500 mètres seconde. Bon, j'ai le limiteur à fond. Hein. J'ai le limiteur à fond. Et là, bon, ça perd de la vitesse, bien sûr, on s'approche du sol. Là, je vais commencer quand même à anticiper de ralentir. Je vais accélérer un peu. Ah, mais aujourd'hui, on est gâté. À Clio, on avait des chouettes montagnes, et là, on a des super montagnes pas enneigées et tout, avec des rochers et tout et tout. Alors, on a du bol aujourd'hui, hein. On a du bol. Je vais essayer à cette altitude-là de lancer la vitesse maximum. On va voir à combien il monte en atmosphérique ici. On est à 1800 mètres à peu près. Et il monte déjà, je le vois déjà passer la barre des 300, 320, 330, 340, 342. Je serais pas étonné qu'il aille flirter avec le 350. Oh oui, il va y aller au 350. Ah non, 348. Il bloque 4... Ah non, 349. Allez, 350, tu vas le faire. Ah, il va le faire, mais difficilement. Hein. Allez, vas-y, pépère. Non, il veut plus. Allez, boost. Et avec le boost, à fond les ballons. Et il passe les 500 mètres secondes. 523 mètres secondes. Par contre, là, pour faire un virage serré à gauche, obligé de jouer avec les moteurs. Obligé de jouer avec les moteurs, mais il est étonnant de performance. Hein. Même en atmosphérique, il est dangereux. Il y a certains chasseurs qui n'arrivent pas à ces vitesses-là. Hein. Ou difficilement, on va dire. Donc on va revenir un peu sur nos pas. Je vois que 300 mètres secondes, il peut les tenir. Donc on va rester sur du 300 mètres secondes, grosso modo. Alors on va voir à peu près comment il se comporte en atmo. En essayant de... Là, je vais rester accéléré. 300. Ouais, je suis à 310 mètres secondes, là. Voyons voir comment il se comporte en atmo. Alors, bien sûr, il faut se servir de la voilure. Hein. On est sur une planète avec une atmosphère de type terrestre. Ah, bah, ma foi. Hein. La messe est dite, hein. Et là, je reste accéléré. Je ne cherche pas du tout à ralentir. Hein. Je pousse sur les gaz constamment. Et ça tourne. Et ça tourne. Avec une aisance insolente. Hein. Regardez-moi ça. Il y va. Et ça, je vous garantis qu'il n'y a pas beaucoup, même de chasseurs moyens, qui arrivent à le faire aussi bien. Hein. Regardez-moi ça. Alors par contre, toujours à faire attention à sa voilure qui est très large. Ouais, il monte avec une aisance insolente. Pour passer en dessous des radars, oui, il n'y a pas mieux. Hein. Il y a une balista en hauteur, bah, il passe en dessous, il se fait discret. Ah oui, non. Il est d'une efficacité redoutable. On devine tout de suite le potentiel dangereux de l'engin. Là, je vais arriver dans ce secteur-là. On va essayer... Ah oui, voilà, j'ai une petite formation rocheuse par là. Et là, je vais essayer de le manipuler en jouant avec les moteurs. Mais je pense qu'au final, ce ne sera pas une obligation. Ah oui.
Et il relance assez vite, hein, même dans une atmosphère comme celle de Microtech. Oh oui, il relance tout de suite. Il relance tout de suite. Et là, par contre, là maintenant, je joue avec les moteurs parce qu'on va passer dans des endroits, on va dire, plus compliqués. Et en plus, on est dans une petite tempête. Donc le vent fait son rôle. Bah, ça a pas l'air de trop le gêner au final, hein. Ouais, il se manie, ma foi, très bien, hein. Il se manie, ma foi, très très bien, hein. Alors au niveau des rôles, il est propre. C'est pas un foudre de guerre au niveau des rôles. Mais ça va. Et pourtant, c'est sa meilleure stat. Ouais. Mais on est en atmo. On est en atmo, donc il y a la résistance de l'air. Dans l'espace, il doit rouler beaucoup plus vite. Parce qu'il n'y a pas de friction. Alors, j'ai repéré un peu plus loin là une zone où la météo semble être plus clémente. Je vais aller me poser dans le bas de la vallée là. Ça a l'air de descendre par là. Ouais, par là il y a des petites prairies. Je pense que la météo sera plus clémente avec nous. Ouais, voilà, juste là-bas. Je sors les trains. Voilà, je vais me poser ici. Alors, toujours faire attention à son envergure, hein, bien sûr. Je coupe les moteurs. Et je fais sortir Baron. Alors, Asphalon. Depuis le temps, quand même, ça fait un petit moment qu'on commence à l'utiliser, l'Eclipse. Qu'est-ce que tu as remarqué d'intéressant en dehors du combat, hein, mais dans le comportement, dans la consommation, dans le maniement? Est-ce que tu as remarqué des choses qui t'ont surprise, des choses qui t'ont plu, des choses qui t'ont un peu déplu? Alors, au niveau du maniement, son point fort, c'est les rôles. Oui. Il a une très haute capacité à pouvoir rouler, hein. Donc, comme on sait dans Star Citizen, le pitch quand vous voulez faire un virage, le pitch, il vaut mieux rouler et et tirer sur la manette de façon à faire un virage en utilisant son pitch plutôt que d'utiliser son yo. Donc, pour ça, il est extrêmement fort. Il est très très fort pour ça et vous pouvez faire un demi-tour très rapidement sans problème et tout. On vient de le prouver, hein. Mm. Donc, niveau maniement de ce point-là, en atmosphère, il est incroyable. De ce que moi je l'ai utilisé, je l'ai utilisé en différentes conditions. Quand on est sorti en groupe, par exemple, je me suis posé à une quinzaine de kilomètres
de Mhm. l'activité qu'on faisait, et en se posant sur la planète, il devient visible. Oui, Il suffit littéralement de d'éteindre le vaisseau, de couper l'énergie, et vous devenez invisible. oui. Donc, c'est un très gros point aussi pour lui. C'est-à-dire que vous pouvez toujours avoir un appui quelque part, à une dizaine de kilomètres de votre activité, qui sera invisible et qui peut agir en conséquence. Oui, oui. En cas d'intervention, il est qu'à 10 km, il peut être sur la menace très rapidement. Tout à fait. Euh, Ensuite, bah, de manière générale, bah, il y a son design. Moi, j'adore son design. Ouais, ouais, C'est un mélange entre un B2 et un F-117 ouais. aujourd'hui. Donc, moi, c'est le design que j'adore, hein. Bah oui, 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 il faut dire. Voilà. Les ailes Delta, donc les configurations ailes Delta, ça a des plus et ça a des moins. Le plus, c'est que c'est extrêmement maniable. Le moins, c'est que vous allez très vite perdre en énergie de vol. Dès que vous allez Oui, faire la il y a, moindre manœuvre. il y a de la résistance, oui. Voilà, ça va créer une résistance à l'air et vous allez perdre très 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 vite de de la vitesse. Sinon, bah, ça poussait. Ouais. Sa poussée de moteur est vraiment incroyable, ce qui permet de, quand se retrouve dans des situations un peu difficiles, de pouvoir s'échapper assez facilement, on va dire. Alors, Euh, là, tu abordes un point qui m'intéresse. On peut s'échapper assez facilement à condition de pouvoir calibrer un quantum assez rapidement. Exactement. Parce Par contre, que en vitesse de pointe, il faut pas oublier qu'il est moins rapide que la plupart des chasseurs légers et moyens. Et même alors, certains chasseurs lourds sont plus rapides que lui. alors en vitesse de pointe, oui. Après, il a une capacité d'accélération Oui, qui est ouais, meilleure. Alors, ouais, par contre, ça va vous donner un petit délai de sauvegarde, hein. Par contre, effectivement, en vitesse de pointe, vous allez se rattraper par énormément de vaisseaux, hein. En vitesse de pointe, que ce soit atmosphérique ou, euh, ou spatial, il y a mm. beaucoup de vaisseaux aujourd'hui qui font mieux, même voire beaucoup mieux. En fait, Ensuite, bah, oui, c'est le vaisseau qui veut ça, hein. À la base, c'est un oui, vaisseau qui se veut furtif. Il peut pas avoir il peut pas avoir des propulseurs qui émettent trop voilà. d'infrarouge. En fait, pour faire comprendre aux gens, c'est un vaisseau qui attaque sa cible et tout de suite il s'enfuit. Exactement. Il va pas chercher à rester dans la mêlée où il va très vite être désavantagé à cause de son armement de base de protection rapprochée qui sont juste deux badgers de taille 2 que vous pouvez modifier bien sûr, hein. Vous pouvez mettre du balistique si vous préférez, vous pouvez mettre deux Yellow Jacket par exemple, mais c'est pas un vaisseau qui sera fait pour du dogfight. C'est un vaisseau qui sera vraiment fait pour balancer ses torpilles ou ses bombes. On ne sait pas s'il pourra mettre des bombes plus tard. Normalement, je crois que oui. Mais il est fait pour lâcher sa torpille et tout de suite, une fois qu'il a la confirmation de l'impact, et même pas forcément l'attendre, hein, la Mhm. confirmation, il lâche sa torpille et tout de suite il se barre, hein. Il fonce, il trace, il reste pas sur place, hein. Parce que justement, comme le précisait Asphalt, il a beaucoup de voilure. Et donc, si vous l'attaquez par-dessus, ça devient une cible très facile, hein. Très Ah, très facile. autre point qu'on a remarqué, il a un bouclier, enfin il a deux boucliers. Même si vous mettez des bons boucliers, vu la taille du vaisseau, ça reste quand même deux boucliers de taille 1. On voit l'envergure Mhm. du vaisseau. Les boucliers s'essoufflent très vite. À Ah noter ça aussi. bah, ouais, la survivabilité dans alors en combat aérien, Oui, vaut mieux l'éviter. oui, il faut mieux l'éviter, hein. Si vous décidez de vous battre ou quoi que ce soit, c'est que vraiment vous n'avez pas le choix, mais dites-vous que C'est mal vous barré, avez hein. très 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 peu de chances de survivre. Oui, Il n'est pas du tout équipé pour ça, hein. ouais. On va pas se le mentir. Vous vous rendrez compte très rapidement. Alors, comme je disais, il a une énorme capacité d'IAO. Mhm. Par contre, vous allez très vite vous rendre compte que ses thrusters de manœuvrabilité sont très très faibles. Ouais. Et ne pas oublier aussi que sa résistance de coque est à peine supérieure à celle d'un Avenger. Hmm. Et oui, 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 je suis tout à fait d'accord avec vous. Il est beaucoup plus gros, mais en niveau résistance de coque, il est à 15 000 points,
alors qu'un Avenger est à 12 000. Donc il y a quasiment presque pas de différence entre eux. Et un Avenger, c'est un chasseur moyen. Donc il a la coque d'un chasseur moyen, on va dire. Il est Bah, inférieur à un F7. Il est en résistance, il est inférieur à un F7. il faut garder à l'esprit que c'est un vaisseau furtif. Furtif, Donc, tout à fait. pour être furtif, il faut avoir une coque extrêmement fine, avoir un profil extrêmement fin. Il faut avoir des donc une signature radar extrêmement fine. Il faut émettre très peu de M et très peu d'IR. Donc, c'est pour ça qu'on a une génératrice d'énergie qui est pas si puissante que ça, parce qu'une génératrice d'énergie émet des EM. Eh oui, oui. Donc il faut qu'il soit très discret. Ce vaisseau, comme l'a dit Baron tout à l'heure, c'est un fire and go. Hein. Vous arrivez à pleine balle, vous targetez une cible, vous lancez votre torpille et vous repartez. Et vous repartez aussitôt. Et des fois, vous n'attendez même pas de voir si vous avez un pacte. Vous allez plutôt demander à un confrère qui est en chasseur, par exemple avec un sabre ou un autre chasseur, de confirmer que l'impact est bien confirmé, quoi. Mais vous restez pas à portée de la zone de combat. Hein. Alors, il est destiné à quoi ce vaisseau? Il est destiné à frapper des cibles dangereuses de taille importante. Avec ça, alors nous, ça nous arrive de le faire, donc on peut arriver à détruire un Hurricane, par exemple. En PvE, un Hurricane, on peut de temps en temps arriver à le toucher. Par contre, il est plutôt fait pour attaquer du Reclaimer, du Hammerhead, des grosses cibles comme ça. Ça, c'est ses cibles. Parce qu'une torpille de taille 9, déjà à l'achat, c'est quand même une sacrée petite somme. Vous en avez pour 12 000 quand vous rechargez vos 3 torpilles. Hein. Donc ça, vous le décomptez du prix de la prime que vous allez gagner. Si vous gagnez 50 000, vous savez que vous en avez pour 12 000 de torpilles juste après. Donc voilà. Euh, il faut bien comprendre aussi que les torpilles taille 9, c'est un danger pour vos collègues. Donc quand vous lâchez une torpille, prévenez votre entourage. Par exemple, vous avez des collègues qui attaquent un hammerhead. Quand vous lâchez la torpille, vous prévenez vos collègues. Restez pas à côté du hammerhead, barrez-vous, j'en envoie une. Parce que le souffle peut détruire bien sûr le hammerhead, mais il peut détruire aussi vos copains qui sont juste autour. Hein, c'est un dans vaisseau. Les 3-4 km. Ouais, ça peut faire pas mal de dégâts parce qu'en plus vous avez différents types de torpilles avec différents niveaux de DPS. Donc, à bien méditer, c'est un vaisseau qu'il faut utiliser avec ruse et calculer son coût un peu à l'avance. Hein. Alors, ce qu'on va faire avec Asphalon, c'est qu'on va aller sélectionner une cible sur Microtech. On va donc rembarquer dans nos engins. On va sélectionner une cible appropriée à l'éclipse et on va vous montrer les cas de figure qui peuvent se présenter. Et on va corser un peu l'histoire, comme on est à deux, on peut se permettre. On va faire ça en atmosphérique, pour vous donner une idée. Dans l'espace, c'est plus simple à faire. Mais en atmosphérique, ça va être parlant. Alors on remarquera aussi que j'ai un quart du plein qui a sauté depuis qu'on a commencé. Donc on est parti de Port Ressler, on a fait une rentrée atmosphérique classique dans l'atmosphère de Clio et ensuite donc on a fait la présentation. Il m'a mangé un quart du plein, ce qui est pas excessif, hein. Ce qui est vraiment pas excessif. Alors je vais reprendre de l'altitude. Limiteur à fond. Et vous voyez, il me dit, voilà, il vous reste 75% du plein. Donc il consomme pas énormément par rapport aux performances qu'il est capable d'avoir. Je mets un petit coup de boost, histoire de... Voilà. On va sauter sur un OM et je vais déclencher une mission où on risque de tomber sur du gros. Alors, est-ce que j'ai un OM à porter? Ah, je crois que j'en ai repéré un. Non, c'est pas un OM. Ah, je crois que j'en ai un. Oui.
Cap 300 Cap 300 à entre 15 et 20 en élévation. Tu le vois? OM3. Ouais. Je vais sauter dessus. Voilà. Alors, je vais regarder ce qu'on a comme mission dans les alentours. Est-ce que j'avais pensé d'ailleurs à prendre le call to arms? Ça serait quand même un plus. Toujours penser à prendre son call to arms avant d'engager le combat. Voilà. Et avec un peu de chance, on va peut-être trouver une petite ERT. HRT, HRT. Ça va peut-être popper dans le coin. Ah, il y a du monde sur Microtech. Ça travaille à Microtech, hein. Il y a les forces de sécurité sont bien. On va bien trouver une petite ERT dans le coin. Là, parfois, la patience paye. Alors, j'espère qu'elle sera sur Microtech. Ça sera que plus parlant. Une petite ERT, s'il vous plaît, messieurs, dames. Voyons, voyons. Ah, j'ai une ERT. Je te la partage. Tu l'as? Ah, Bien pris. elle sera pas sur Microtech, elle sera sur Calliope. Ça peut être intéressant sur Calliope. Ouais, c'est cap 137, élévation moins 18. Et bon, je te vois en train de calibrer. On a un peu de chance aujourd'hui, j'ai l'impression que les quantum en groupe se passent pas trop mal. Ouais, plutôt. Et je lance. C'est parti? C'est bon. Parfait. Ok. Est-ce que nous pourrons sauter directement sur la cible? Non, nous allons être obligés d'y aller. Attends, il y a quelque chose plus près? Non, ça va. Non, c'est pareil. Ben, on va y aller en vol classique. Je mets le cruise control, à fond les ballons. Voilà, 980. 981. Petite vue extérieure. On en profite pour monter le bébé. On voit Asphalon qui suit derrière avec sa traînée. C'est sympa comme tout. Mhm. C'est quand même un très bel oiseau, hein. C'est quand même un très bel oiseau, quoi qu'on en pense. D'ailleurs, l'avant, au niveau du cockpit, ça fait penser un peu à un rapace. Ouais. Le capot radar fait presque penser à un bec. Voilà, il a Pas vraiment pour ce la. côté.
Il a vraiment ce côté rapace. Hein. On n'a pas parlé du champ de vision, mais par contre, c'est très peu de Ouais, vision à l'intérieur. ouais. C'est vrai que la vision est pas énorme. Hein. Mais on peut comprendre que vu l'allure très plate de face, Mhm. il expose très peu de surface. Par contre, il est très large. Hein. On se rend compte de la largeur de la bête quand même. Et vous voyez, quand vous l'attaquez de par dessous ou par-dessus, vous avez une surface qui est offerte, qui est énorme. C'est pour ça qu'il n'est pas du tout conseillé pour le dogfight. Hein. Il peut se défendre, hein, il arrive à se défendre, mais ça peut vite lui jouer des tours. Hein. Alors en Alors, PVE, oui, en oui. PVE, on arrive toujours à se défendre. Mais en PVP, ça va être extrêmement dur. Il est vrai que la visibilité, c'est pas son fort. Hein. Alors par contre, l'ambiance intérieure est franchement sympa. Hein. Mhm. Là, on voit ce que ça donne quand il est dans un environnement sombre. Les écrans, tout rend bien. Hein. Ah, rentrée atmosphérique. Qu'est-ce que ça donne en rentrée atmosphérique au niveau de la friction? Non, ça donne pas grand-chose. Je vois Asfa qui est juste au-dessus de moi. On voit ça traîner. Ah, si, ça y est. Petite rentrée atmosphérique. Des petites flamèches. Oui, je te vois en dessous. Oui, tu vois les flammes que ça fait? Ouais. Ah, ça y est, je suis rentré. Alors, par contre, à mon avis, c'est au-delà de l'horizon. Je relève un peu mon cap. On est quand même, je suis à 7000, 6000 mètres d'altitude. Voilà, je me stabilise. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver proche du sol. Et donc, les IA sont pas bêtes. Elles vont nous repérer assez facilement. Elles vont essayer de nous intercepter avant qu'on lance nos bébés. Donc, on est sur un serveur qui a pas mal de FPS, donc il se peut aussi qu'elle soit très réactive. Et la première chose qu'elles vont tenter de faire, c'est de verrouiller les deux éclipses, de les abattre. Et si jamais elles se rendent compte qu'une torpille arrive, elles vont se focaliser sur la torpille. Et les torpilles n'étant pas très rapides, elles arrivent assez souvent à détruire la torpille si on attaque de loin. Là, ce qu'on va faire, on va s'approcher suffisamment près de la cible, lâcher la torpille le plus tard possible pour qu'elle continue à se focaliser sur l'éclipse et se rendre compte que beaucoup trop tard qu'on a lâché une torpille. On va essayer de ruser en fait. Alors ça va pas être chose évidente là parce que l'atmosphère de... Alors je coupe ma vitesse, mon cruise control. Je redescends à une vitesse d'attaque. Je suis à 52 km de la cible. Je vais ralentir au maximum. Je vais descendre encore un peu. On va analyser un peu les cibles qu'on a en visuel. On a le soleil de face. Donc là, ben, on va pinguer, voir un peu où on se dirige. C'est très coton, Calliope. Là, je suis à 224 mètres secondes. J'augmente un peu ma vitesse.
Voilà, je me mets sur du 400 mètres secondes. On a une trentaine de bornes, 35, oui. Et on va ralentir un petit peu, on va analyser l'environnement. Alors, autre avantage de l'Eclipse, il voit d'assez loin ses cibles, ce qui permet de faire un repérage avant d'attaquer. On évite de foncer tête baissée. On peut le faire, mais ça peut être risqué. Surtout que là, on est sur une ERT, donc il doit y avoir une escorte quand même non négligeable autour de soit un reclaimer, soit un hammerhead. Il n'est même pas impossible qu'on n'ait pas deux hammerheads. « 19 km. À partir de 15 km, voire un peu avant. Ah, voilà. J'ai un Valkyrie. J'ai un reclaimer. J'envoie un troisième. Je ralentis. Je passe à une vitesse plus... Valkyrie. J'ai un hammerhead. Je fais un trace, voilà, et je verrouille ma cible. J'ai pris le hammerhead pour cible. Je charge, je fonce à environ 300 mètres secondes. Je stabilise ma route. Ils m'ont localisé. Je m'approche le plus possible. Je vais bientôt arriver à 4 km. Et à 4 km, je balance le pépère. Là, je lance. Il m'a empêché le verrouillage. Je remonte. J'accélère. Je reste surtout pas dans la zone. Vous voyez, ils sont loin d'être idiots. Et on a une visibilité qui est juste dégueulasse. On va rattaquer sous un autre angle. J'ai verrouillé. Je refonce dessus. Et mon vaisseau n'arme pas les missiles. C'est un bug qu'on a depuis quelque temps. C'est très embêtant quand ça fait ça. Impossible d'armer mes missiles. Méchant bug. Ah, mais c'est qu'ils les détruisent bien, hein. Eh oui. Ah ben moi, si je pouvais tirer un missile, ça serait bien. Mais là, le vaisseau... le patch se dégrade. C'est hallucinant à la vitesse où il se dégrade. Impossible de lancer un missile. Il arme pas. Vous me voyez confus, monsieur, dame. Je ne peux rien faire. Je me retrouve avec un vaisseau qui ne sert strictement à rien. Parce que le patch 3.19.1 est embêtant, dirons-nous. Alors, il y a un hammerhead qui est mort. Oui. Je vais verrouiller une autre cible. Peut-être que par la grâce divine, les missiles vont bien vouloir faire quelque chose. Non, ils réarment pas. C'est une catastrophe. Ouais, je peux rien faire. Il veut pas tirer. Il verrouille, mais je vois pas le missile s'armer. Il n'y a rien qui... Je réessaye de désengager l'armement. Je réarme. Non, il veut rien savoir. Alors, il me reste une dernière solution, peut-être. Je vais tenter quelque chose d'un peu suicidaire. Voilà, je m'éloigne un peu. Je coupe les moteurs. Je coupe tout. Voilà, on coupe tout. On rallume. Non, les missiles réarment pas. Très très embêtant la situation. Star Citizen dans ses œuvres. Je peux rien faire.
Bon, en tout cas, mon collègue a réussi à balancer les missiles, c'est le principal. Parce que là, je pourrais taper sur l'ordinateur pendant 15 jours, que ça ne changerait rien. Quand le jeu veut pas, le jeu veut pas. Et après, il s'étonne de perdre des joueurs. Alors, allez, dernière tentative. Non. Il verrouille, mais il tire pas. Alors oui, tiens, pendant qu'on y est, juste une démo comme ça. Là, on a un Valkyrie. Vous avez des badgers. Voyez, et vous devenez une cible très très facile pour lui. Mais vous pouvez quand même vous défendre. Bon, en même temps, c'est un Valkyrie, hein. Vous pouvez quand même lui faire des dégâts. Vous voyez, il est suffisamment agile pour s'en sortir face à un Valkyrie. Voilà. Bon, par contre, le pépère qui est en face, là, j'aurais essayé des fois que, par un miracle... non, il veut pas. Les torpilles sont en grève aujourd'hui. Très très embêtant. Je n'arriverai pas à lancer les torpilles. Il me vient une idée. Tu peux le tenir en respect, l'occuper un peu. Je vais tenter quelque chose. Padam. Je vais tenter quelque chose. Oui, voilà, c'est là. On va tenter. Et si ça marche, on va essayer de refaire... on va essayer de refaire un truc. Je reviens tout de suite. Je vais me poser sur un avant-poste et faire une réparation. Peut-être que ça va déverrouiller les missiles. Bah, les torpilles, je veux dire.
Voilà, on va en profiter pour faire une réparation. Il y a peut-être eu des dégâts ou quelque chose. J'en profite pour descendre parce que quand on arrive sur une planète, on remonte jamais droit dans le fauteuil. C'est assez amusant. Enfin, c'est un détail qui parfois peut se montrer gênant. Voilà. Hop, on va remonter droit dedans. C'est quand même mieux. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il tirait pas. Allez, je redécolle. On repasse en mode vol. Je vais tout de suite rejoindre mon collègue. Le plus vite possible. Ah, le missile réarme. Quelle bonne nouvelle. Alors. Asphalon, il était par là, il me semble. Où est-ce qu'il était? Il est là. Je suis à 300 km de toi là. Ok. Donc il faut que je saute. Un petit OM dans le coin. Oui, il y a un petit OM par là. Ah non, c'est un comaré, ça va trop m'éloigner. Ah bah tiens, on va tenter comme ça. Ouais, là. Hop, on saute. Et là. Voilà, Asphalon est là. Je saute dans sa direction. Et ce coup-là, je l'ai eu aussi hier. Donc là, je repasse en mode missile. Le missile charge. Je vois le Redeemer. Je m'approche. Je monte à 300 mètres secondes. Tu me dis quand tu balances le cachot hein? Oui. Je vais balancer le cachot dans 4, 3, 2, 1. Et parti. Cachou parti. Il l'a vu, il l'a vu. Ah, il l'a évité. Elle va revenir. Elle va revenir, elle va revenir. Eh oui. Elle va revenir. Est-ce qu'il va réussir à l'intercepter? Elle revient dessus. Il l'a encore évité. Le missile revient dessus. Enfin, la torpille revient dessus. Et... Ah bah non. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Compliqué aujourd'hui pour les torpilles. Elle y va, elle y va, allez. Et boum. Voilà. Et oui, les torpilles, c'est sadique. C'était intéressant ce qu'elle a fait la torpille, là. C'était plutôt marrant. Alors, on va reprendre une autre mission. Il va falloir que je recharge là. Oui. T'as SMCA 8 ou SMCA 6? Je t'attends. Je te partage la mission du temps. Avec un peu de chance. Et en plus, c'est un autre poste à Microtech. C'est nickel. Pile poil où on voulait que ça soit. Je fais un petit saut, j'arrive. Mais il n'y a pas de souci. Et à Microtech en plus. C'est parfait. Et quand il y a des FPS sur les serveurs, les PNJ, même les PNJ en PvE, arrivent à intercepter les torpilles.
Bon, là, Ben, c'était on a un... intercepté 2 là. Hein. Ouais, oui. Il a vraiment fallu que je lance la dernière au dernier moment sur le Hammerhead parce que. Et comme vous avez pu le remarquer, j'étais environ à 300 mètres secondes. Et la torpille doit aller à peine aussi vite. On la voyait quasiment se déplacer à la même vitesse que l'Eclipse. Donc les torpilles sont lentes. C'est un peu ce qui fait enfin, qui les rend vulnérables, on va dire. Mais quand elles tapent, vous avez vu, hein, un coup et plus de reclaimer. Hein. Bon, après, le reclaimer est pas très costaud. Hein. La meurette, c'est quand même une autre catégorie. Mais avec une torpille, vous séchez un hammerhead, vous séchez quasiment, vous séchez tous les vaisseaux présents in-game. Sauf le 890, où peut-être il faut compter 3 torpilles. 3 torpilles d'origine minimum pour le détruire un 890. Certains ont réussi avec 2 torpilles, tout dépend aussi où ça frappe. Mais en général, il faut compter 3 torpilles. Et avec le risque que la personne... alors un joueur va tout faire pour dégommer la torpille, hein, il va voir l'éclipse, mais la première chose qui va attirer son attention, c'est le joujou qui lui arrive droit dessus. Donc un joueur va avec un gunner va chercher tout de suite à détruire la torpille. Un PNJ, oui, mais pas forcément. On peut encore arriver à leurrer les PNJ, mais bon. Il y a aussi le risque que quand vous approchez trop près de l'adversaire et que vous lâchez la torpille, s'il la cible tout de suite et qu'il l'abat tout de suite, comme vous êtes juste à côté de la torpille, vous vous pétez avec la torpille. C'est un peu le même cas d'ailleurs pour les bombes de A2, oui, du A2. Quand il lâche sa bombe, si jamais un chasseur ou une tourelle au sol touche la bombe au moment où il la sort, le A2 pète avec la bombe. Hein, il y a toujours ce risque-là. Euh, Hop, bon, on se donne rendez-vous sur. Sur la zone, Ah bah attends, je vois que t'es déjà là-bas. je vais sauter sur Microtech. Je vais sauter sur Microtech. Quantum travel initiated. Ah, il s'appelle Boomer. Complete. Il s'appelle Boomer. Tous les fans de Battlestar Galactica se rappellent bien sûr de qui est Boomer. Shubing 1000 et 1024. Pourquoi ils mettent aussi loin les, les missions? Y a pas un OM qui rapproche un peu là? On peut pas y aller en direct? Putain, c'est loin. Ah, embêtant ça. Ah, il y a un OM là. Je vais essayer de me rapprocher. Ah bah c'est Asfa. C'est Asfa qui est là. Je je vais essayer de trouver un OM pour essayer Ah, de calibrer. attends, je devrais avoir la possibilité d'y aller. Si je prends la SMO-10 et que je m'arrête en cours de route, je devrais pouvoir atteindre. Quantum travel initiated. Quantum travel complete.
Voilà, là, je suis à 206 km. Oh, bah ça va. Ouais, 194. Alors, ça rend le gameplay du bombardier torpilleur et bombardier furtif intéressant parce qu'il s'approche de sa cible de façon discrète. Il balance son joujou rapidement, ni vu ni connu, et il fout le camp aussitôt qu'il a balancé sa bête. C'est intéressant d'avoir ce gameplay-là. Mais vous voyez, c'est pas forcément une science exacte. Les PNJ sont devenus moins débiles qu'avant, et plus ça va aller, moins ils seront débiles. Plus les serveurs seront performants, et plus on va s'apercevoir que les IA sont de moins en moins stupides et de plus en plus efficaces et dangereuses. Le fossé entre le PVP et le PVE, qui était énorme jusqu'à maintenant, commence petit à petit à se menuiser. Et encore, ils n'ont pas fini de travailler sur les IA. Hein. Ils ont dit qu'ils travailleraient encore sur les IA pour les rendre plus performantes, plus sadiques, plus vicieuses, plus efficaces. Je vous laisse imaginer. Alors, petite rentrée atmosphérique. Là, on voit les deux petits propulseurs de manœuvre dessous, là, qui font leur office. C'est assez marrant. C'est quand même un beau bébé. C'est quand même un très beau bébé. Et les moteurs ne laissent pas une grosse traînée. Hein. Là, on est à 60 km. Je vais désengager mon cruise control. On va y aller, voilà, comme ça. Je vais y aller directement en rasant le sol le plus possible. Alors, il freine assez bien, mais il faut quand même anticiper son freinage. Hein. Voilà, là je suis à 24 bornes du sol. Je repasse tout de suite à une vitesse, on va dire, moindre. Voilà, je vais descendre jusqu'à 2-3 000 mètres. Et après, je vais foncer directement sur la cible, en espérant que les torpilles veuillent bien tirer. Qui n'est pas sûr du tout. Hein. Voilà, je commence à redresser maintenant. La cible est à 22 km. Voilà, je vais y arriver dessus. Je baisse encore mon altitude. De façon à pouvoir, quand je vais attaquer, remonter. J'ai un hammerhead. Je suis focus sur un hammerhead. Il y a un éclipse. Et... Ah, mes torpilles s'arment. J'augmente un peu ma vitesse. Voilà, je suis à 305 mètres secondes, je suis à 12 km. J'ai verrouillé ma cible. Là, la torpille est armée. Je fonce droit dessus, 9000 mètres.
8000 mètres. Il m'a repéré. Il se met en position d'attaque. 4000. Je lâche. Et je décroche. Et normalement, s'il n'a pas le temps de la voir, elle y va. Oui. Et boum. Je te laisse massacrer tout ce qui bouge. Allez, on va en balancer une. Alors, on va vous montrer qu'on peut aussi agresser. Voilà, il y en a un qui m'a pris pour cible. Il reste plus que l'éclipse. Hein. Ah ben, combat Eclipse contre Eclipse. Ah non, il reste Valkyrie. Ah. C'est l'éclipse qui a pris la torpille, c'est pas la Valkyrie. D'accord. Shields under fire. Lui offrir une belle mort. Attention. Oui. Tu lui envoies un bébé empoisonné? Voilà. Si tu veux regarder ça en direct. Oui. Boum! Et adieu. Oui, oui, on peut toucher. Donc vous voyez, il faut balancer pour être efficace face à un hammerhead. Il faut qu'il continue à vous cibler et que vous le leurriez. Alors en combat spatial c'est différent, vous pouvez attaquer de beaucoup plus loin. Mais vous pouvez aussi utiliser cette technique là pour les toucher. Surtout si, bien sûr, les serveurs sont réactifs. Hein. Si les serveurs sont réactifs, vous pouvez utiliser cette technique-là. Eh ben, tiens, on va se poser... Il y a un avant-poste dans le coin, là? Tu avais vu tout à l'heure. Oui, tiens, il y a... Au Cap 100, là, j'ai vu, il y a un SMO 18. Je vais reprendre un peu d'altitude, je suis trop bas. Et vous voyez, quand vous faites du combat, les ailes peuvent souffrir. J'ai une aile dans le rouge. Donc il prend des dégâts. Le bouclier s'efface très rapidement et il prend des dégâts assez rapidement. Voilà, 11, 12 000. Ouais, je pense qu'à 12 000, je devrais pouvoir sauter. Sur SMO... SMO 18. Shooting Mining Facility... SMO 18. Oui, je vais sauter dessus. Et on va faire la conclusion de l'Aegis Eclipse. C'est parti. Quantum travel initiated. Voilà. Quantum travel complete. Alors là, on est en 3.19.1. Là, depuis quelques temps, enfin ce week-end, là, hier soir, j'ai eu quelques soucis avec le patch. Bon, c'est le week-end, hein, en même temps, le samedi soir, c'est pas l'idéal, bien sûr. Hein. Mais depuis quelques temps, j'ai remarqué une petite dégradation des serveurs. C'est aléatoire, en fait. Parfois, ça se passe bien, des fois, ça se passe pas bien du tout. Donc
on va se poser par là. Oh, il y a du vaisseau là. Ah bah tiens, il y a le petit pad qui est dispo. Je vais réparer par là. Je vais laisser la place à Asfa pour qu'il répare après. Voilà, on peut éteindre des phares, c'est plus nécessaire. Landing complete. Voilà. Dis donc, c'est un cimetière ou quoi? Oui, oui. Donc, vous voyez, là, j'ai tiré 2 torpilles et j'en ai déjà pour 7700 AUEC. Donc, voilà, on remet les torpilles. C'est pas il y a des torpilles plus chères que celles que j'ai utilisées. Les Argos sont un peu plus chers. Il y a les Typhoon qui sont très chers. Voilà, c'est bon. Processing. Ils ont voulu faire la guerre ici, là. Oui, peut-être, on va savoir. Il y a une quantité de balistas, de furies et de... Launch complete. Je te laisse la place. Je me pose à côté. Ah oui, il y a du A2, il y a un peu de tout. Hein. Landing complete. Fini Jam Time, pourtant. Engines offline. Eh bien, on a fait le test de l'éclipse. Donc, si on peut conclure, Asphalon, petite question. Oui. 3,5 millions in-game, environ, hein, 3,5 millions. Si on le stuff, peut-être rajouter 50 000 à tout casser, avec un bon bouclier, enfin, peut-être même 100 000, si on vraiment le stuff de la tête aux pieds. Oui. 300 $ hors taxe à l'achat. Tu conseilles quoi? De l'acheter dollar ou l'acheter in-game, d'après toi? Bah, je dirais in-game. Ouais, moi Principalement aussi. in-game, hein. Ouais, moi aussi, je dirais 3,5 millions, ça se farme assez vite. Et c'est Oui, quand même puis... 300 $, ça doit faire dans les 320, 330 euros, quoi, en gros. Ah ouais, ça commence à être une belle somme, hein, quand même, pour un Ouais. vaisseau. Donc, Surtout que c'est un vaisseau qui a un gameplay spécifique. ouais. C'est pas votre vaisseau de tous les jours, hein. Vous n'allez pas Non, l'utiliser tous les jours, hein. là, tu marques un point important, ça va pas être un vaisseau de tous les jours, ça c'est clair. Alors, y Sauf a pas. pour on va dire certains gameplays spécifiques. Mais en dehors de ça, oui, c'est pas le vaisseau que vous allez sortir tous les jours. Donc Ah bah vous 300 allez dollars. pas faire du bunker avec ça, vous allez pas faire du trade avec ça, y a rien, y a pas de cargo, y a rien, hein. Donc ça se limite à la bounty, hein, aujourd'hui. Ouais, et puis certains events comme les 910 Voilà, Lockdown ou la Xenotrace. voilà. Voilà, et il y a quelques missions scénarisées, pas beaucoup, hein, mais il y en a quelques-unes où ça peut convenir. Mais en dehors de ça, oui. Les beacons combat assistance. Oui, les beacons, Parce que- ouais. alors, moi, on me pose souvent la question, qu'est-ce qui est préférable, l'Eclipse ou le Rotaliator? Alors moi, j'ai un avis préconçu, après Asphalon vous dira son opinion. Pour moi, le Rotaliator, c'est un veau. Il se manie très mal, il est lourdeau, enfin, j'aime pas du tout le piloter. Par contre, il a 6 torpilles, bon, ça c'est un avantage, hein, mais il est lourdeau. Et quand on tombe sur des beacons avec un Idris un petit peu réactif, comme le serveur qu'on a ce matin, là, la première chose que va faire l'Idris, il va se focus sur le Rotaliator. Et comme il manœuvre presque aussi bien que le Rotaliator, pour l'instant,
bah, il y a de grandes chances qu'avant que vous approchiez d'Idriss, ça soit lui qui s'approche de vous avec son taille 10. Donc le Retaliator, je suis pas très convaincu, voire pas du tout. Alors qu'avec un Eclipse, bah, il est rapide, il est efficace, il est agile. Il va pouvoir contourner l'Idriss plus facilement et lui balancer une torpille à 4-5 km sans trop de soucis, et même sans verrouiller. Donc, ouais, je trouve l'Eclipse au final plus pratique à l'heure actuelle que le Retaliator. Et on dit oui, mais il a que 3 torpilles. Oui, mais vous avez vu, Asphalon est parti tout à l'heure recharger. Ça lui a pris quoi? 2-3 minutes grand max. Il était déjà de retour à Microtech. Donc il recharge très vite parce qu'il se déplace vite. Alors qu'un Retaliator, bah, il faut le poser. C'est un pachyderme, hein, le Retaliator. Hein, voilà. Et pour manœuvrer, il va pas à la vitesse de l'Eclipse, loin de là. Et il n'a pas la nervosité, les accélérations de l'Eclipse. Donc l'Eclipse aura le temps de faire 2 allers-retours que le Retaliator n'aura pas fini son aller-retour, justement. Donc Et le nombre de puis, torpilles, c'est pas un handicap, je trouve. il faut du monde pour le défendre, le Retaliator aussi, hein. Parce Oui, que et en si vous plus, avez que le pilote voilà. à l'intérieur, votre survivabilité, elle est extrêmement basse. Donc au final, ben, on en vient tous les deux à la même, à la même conclusion. 2 Eclipse avec 2 pilotes ou un Retaliator avec 5 personnes à bord, ben, vous faites le calcul. On se retrouve avec autant de torpilles qu'un Retaliator avec seulement 2 pilotes. Vous avez 5 pilotes en Eclipse, bah, vous vous retrouvez Bah, avec 15 torpilles. Voilà, en vrai, c'est... en vrai- en vrai, moi je pars du principe que vous prenez un Retaliator, même avec l'équipage qu'il faut à l'intérieur, vous mettez un Eclipse en face, je vous garantis que l'Eclipse reste vivant, hein. Oui, 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 Donc je pars de ce principe-là. oui, oui. Ah, Ok, il a une grosse force il a une grosse puissance d'attaque, le Retaliator, parce qu'effectivement il a beaucoup plus de torpilles. Le problème, c'est que c'est une cible toute désignée, en fait. oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Il est lourd, il met du temps à se déplacer. Voilà. Alors, je vais pas aller jusqu'à dire que c'est un reclaimeur dans ses déplacements, mais un C2 Hercule est nettement plus manœuvrable que le Retaliator, ça c'est certain. Ouais. Voilà. Après, l'Eclipse, l'avantage, bah justement, c'est qu'il peut réarmer très vite. Vous allez sur un avant-poste. En général, quand vous avez des beacons, vous avez une lune qui est jamais bien loin. Et sur les lunes, il y a toujours un avant-poste où on peut ravitailler. Donc ça va très vite à ravitailler en torpille et en carburant et en réparation. Et le temps qu'un Retaliator rentre dans l'atmosphère de la Lune, se pose, recharge et reparte, bah, vous avez quasiment fait 2 allers-retours avec un Eclipse. Parce qu'il est beaucoup plus rapide dans tous les domaines. Et donc, au final, ça revient au même. En puissance de feu, quand vous calculez bien, les 2 allers-retours de l'Eclipse valent l'aller simple du Retaliator. Et surtout, il n'y a qu'un pilote. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout un équipage. Donc, il y a des avantages avec l'Eclipse qui sont indéniables. Après, dans l'avenir, il faudra voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, de ce que l'on voit, l'Eclipse est quand même un gros avantage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire dessus, Asfa? Tu avais quelque chose à rajouter à tout ça? Euh, Changer les torpilles. Oui, éventuellement. Les salles d'origine sont pas forcément les plus sympas. Ouais. Il y a différents types de torpilles. Il y a les Typhoon qui sont beaucoup plus chers. Que d'ailleurs on n'a pas encore testé. Il faudra qu'on teste, voir s'il y a une différence. Nous, de temps en temps, on utilise la Seeker. Et puis, on a ici les Argos. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais comme vous avez pu le constater, en fonction du serveur, en fonction de l'état des serveurs, les PNJ réagissent plus ou moins bien. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Ça aussi, il faut en tenir compte. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, tout simplement que c'est tout à fait le type de vaisseau qui peut faire balancer une bataille. Oui, tout à Si, fait. si vous vous retrouvez à devoir attaquer un groupe, si vous en avez pas, vous pouvez très bien vous en débrouiller sans, hein. Mais si vous en avez dans votre équipe, ça peut très fortement écourter les batailles. Ouais. Moi, pour conclure, je dirais que ses points forts sont ses interfaces à bord. 5 écrans, c'est très pratique.
On a toute l'instrumentation dont on a besoin. Le point fort, 3 torpilles taille 9, hein, pas besoin d'en dire plus. Le point fort, une agilité hors pair vu la taille de l'engin. Autre point fort, consommation de carburant très faible. Mauvais point, la visibilité. Le cockpit, la vue intérieure, elle est vraiment très limitée. La solidité de l'engin qui est quand même faible. Le bouclier, les boucliers qui, malgré une bonne volonté évidente, s'effacent très vite au vu de la superficie à couvrir. Un taille 2, ça aurait peut-être été pertinent. Bon. Et le dernier point, c'est les 2 armes de taille 2. Ça, c'est pas top, hein, franchement. Mais on comprend pourquoi ils ont mis 2 taille 2. Parce que c'est pas un dogfighter, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que j'aurais préféré 2 taille 3. C'est un petit plus d'avoir des taille 3 quand même. Mais bon, il faudra se contenter de 2 taille 2. Et le point négatif pour moi, 300 $ hors taxe, c'est cher. C'est cher, très cher. Oh, trop cher. Oui, trop cher. Mais 3,5 millions in-game, ça me paraît raisonnable. Très raisonnable. Après, il faudra voir les prix à la release. Hein. Mais là, à l'heure actuellement, dans l'alpha, 3,5 millions, je trouve que c'est un prix tout à fait décent pour l'engin. Quelque chose en plus, alpha? Non. Je pense qu'on aura tout dit. Oui. J'aime bien la gueule du vaisseau, j'aime bien sa couleur. D'origine, il est très sympa. Très très sympa. Sur ce, messieurs, dames, on vous remercie de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on est en train de réfléchir avec les collègues à ce qu'on va présenter. On verra bien, on va bien trouver un vaisseau. Alors, peut-être le... Comment il s'appelle? Le Drake Corsair. Ou beaucoup plus gros. On est en train de réfléchir à la chose. Ah, peut-être le Redeemer. Tiens, on n'a pas pensé à présenter le Redeemer. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à parler du Redeemer, disons. Ce qu'on peut faire et pas faire avec. Ah oui, tiens. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, avec plaisir. Hein. Eh ben, dimanche prochain, Redeemer, tiens. Oui. Allez, on vous présente le Redeemer. Je vous souhaite à tous, une bonne soirée ou une bonne journée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde.